Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Bonjour à toutes, Bonsoir à tous. bonjour Marie, Bonsoir Mathieu. et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. On nous a fait remarquer la dernière fois qu'on ne s'était pas présenté, alors on va réparer ce petit oubli tout de suite. Moi, c'est Marie, j'ai 31 ans et 2 enfants de 2 et 4 ans. Je travaille et j'ai travaillé dans les milieux de la santé et de l'éducation et je cherche aujourd'hui à aller vers la psychologie. Moi c'est Mathieu, j'ai 33 ans, papa de 2 petites filles, et je travaille dans le milieu de l'éducation. Ce podcast, il est né de notre amitié, de nos longues heures de discussion sur tous les sujets librement et sans tabou, et de notre envie de partager nos réflexions et vécus d'expérience autour de sujets qui nous tiennent à cœur, essentiellement dans les domaines de la relation de couple, de la sexualité et de la parentalité. Et aujourd'hui, on est particulièrement heureux de compter parmi nous une psychiatre, étudiante en sexologie. Manon, on te laisse te présenter ? Bonsoir à vous, merci de l'invitation. Donc, je suis Manon, je suis effectivement psychiatre. J'ai fait ma thèse sur les troubles sexuels en psychiatrie et là, j'étudie la sexologie depuis plus de 2 ans pour avoir le titre officiel de sexologue en fin d'année. Et comment t'es venue cette envie de te spécialiser en sexologie ? J'ai fait ma thèse déjà en ayant cette envie. C'est venu pendant l'internat, je cherchais d'autres champs de la psychiatrie à explorer parce que je trouve ça passionnant. Et dans mes recherches, j'ai découvert le champ de la sexologie, j'ai adoré et j'y suis restée. Le thème qu'on a choisi d'aborder cette fois, c'est la libido, et en particulier les différences de libido qu'il peut y avoir dans le couple. Pour situer un peu la notion de libido, je vous propose une première approche historique et étymologique, et Manon te laissera rebondir pour compléter notre début de définition. Alors, la libido, c'est quoi ? Ça vient du latin qui veut dire envie, désir, caprice, sensualité, désir amoureux. Sur le CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est un site de référence en termes de lexique. La définition, elle dit « énergie psychique vitale ayant sa source dans la sexualité au sens large, c'est-à-dire incluant génitalité et amour en général, de soi, des autres, des objets, des idées. » On différencie la libido dite narcissique, du moi, la libido investie sur sa propre personne, de la libido objectale ou d'objet, la libido du sujet qui s'investit sur un objet ou sur une personne extérieure. Historiquement, Freud est le premier à utiliser ce mot dans ses théories psychanalytiques, dans le développement de la personne à travers le rôle de la sexualité infantile. Il explique que la libido, c'est l'énergie vitale qui englobe l'ensemble des pulsions sexuelles humaines, se rapportant à la recherche du plaisir et notamment du plaisir sexuel, et il en parle dans la première théorie des pulsions en tant que énergie psychique employée dans une dialectique entre les pulsions sexuelles et les pulsions d'autoconservation. Bon, je vais tenter de vous expliquer le truc, je vais essayer de vulgariser, faut s'accrocher un peu, mais promis, c'est pas très long, et après, on cause. Alors, cette phrase, elle veut dire que, en gros, l'énergie de la pensée, donc la libido, joue un rôle de raisonnement pour maintenir un équilibre entre la pulsion, sexuelle. La pulsion, c'est la force qui pousse l'individu à accomplir une action pour résoudre une tension qui vient du corps, et l'instinct d'autoconservation avec la présence d'un objet répondant à une fonction vitale, l'organisme qui se maintient en vie en ne répondant pas de manière inconditionnelle aux pulsions notamment sexuelles. J'ai lu dans un article un peu compliqué sur Kern, qui est tiré de la revue française de psychanalyse, que la pulsion d'autoconservation serait l'expression de la libido du moi, donc la libido narcissique qu'on a vu juste un peu avant, et donc on pourra en déduire que la libido objectale serait davantage liée à la pulsion sexuelle. Mais là, on est vraiment sur une approche typiquement psychanalytique freudienne, et tout à l'heure, mon psychologue m'a gentiment expliqué, avec un exemple beaucoup plus parlant, vous allez voir. En gros, ce soir, c'est sexe parce que j'ai eu une journée stressante et que j'en ai besoin pour décompresser, donc là, on est sur l'autoconservation, et ce soir, c'est sexe parce que je veux prendre mon pied, là, on est sur la pulsion sexuelle. Donc en gros, on est sur le distinguo envie-besoin. Mais aujourd'hui, Freud commence à avoir vraiment davantage une valeur historique, et ces théories, dans notre époque, peuvent être un peu dépassées. Donc ceci dit, moi je trouve que ça reste intéressant pour comprendre l'évolution du concept, de voir comment il est né et comment il a évolué. Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu historique et un peu dépassé dans le sens. Alors déjà, moi, je suis pas psychanalytique, je suis pas d'orientation, on va dire, psychanalytique, donc forcément, Freud me parle moins qu'à d'autres. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste intéressant de comprendre l'évolution du concept, et il y a des trucs quand même assez intéressants. Déjà sur le terme libido, qui en fait en sexologie veut pas dire grand-chose.
En fait, effectivement, enfin, moi, pour ma thèse, j'avais regardé un peu ça parce que c'est souvent utilisé, les troubles de la libido. Et j'avais regardé dans le DICO déjà un petit peu, tu vois, sur le Larousse et le Robert. Et moi, j'avais trouvé, soit c'est une métaphore utilisée par Freud pour désigner tout ce que tu nous as dit en essayant d'expliciter déjà la psychanalyse, qui est pas évident. Et j'ai même compris un peu, donc c'est dire ce que t'as bien fait. Et sur le Robert, tu vois, il met recherche instinctive du plaisir et spécialement du plaisir sexuel. En fait, la libido, en sexologie, tu vas plutôt dire que c'est le désir sexuel. Et ce que je trouve intéressant un peu dans l'évolution justement des concepts, et t'en parlais un petit peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de définitions du désir. Moi, j'ai plutôt, en fait, voilà, moi quand je vais parler de libido, je vais parler de désir ou de libido un peu, je vais utiliser les deux mots dans le même sens. Et c'est vrai que, alors je vais pas vous faire toutes les définitions faites par différents sexologues, mais moi je retiens surtout les deux sexologues assez récents, donc de Desjardins et de Trudel. Donc Desjardins lui dit que c'est une anticipation mentale positive susceptible d'éveiller le réflexe d'excitation sexuelle. Et Trudel, il dit que c'est la phase de l'activité sexuelle qui précède et accompagne l'excitation sexuelle et qui concerne les facteurs associés au développement d'un intérêt pour la sexualité. Et en fait, moi, je trouve là où la différence avec Freud et un peu l'idée qu'on peut en avoir, c'est que Freud va dire, enfin Freud, d'autres vont dire que en fait, c'est cette pulsion qui te pousse à chercher le plaisir. Et dans les nouvelles définitions, c'est pas tout à fait ça. C'est c'est quelque chose, c'est une force qui te pousse à chercher plutôt l'excitation, qui est plutôt liée à l'excitation. Et en fait, dans les théories un peu de sexologie, pour ceux qui ont vu les séries telles que Sex Education ou Master Johnson, maintenant on différencie plusieurs phases dans la réponse sexuelle, et notamment la phase de désir, excitation, la phase de plateau, l'orgasme et la résolution. Et du coup, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue de la réflexion. Et puis même, en fait, après, on va voir moi, je vais en parler forcément au bout d'un moment de l'éducation et des fausses croyances par rapport à tout ça. Et forcément, si on joue sur l'excitation et pas sur on joue plus sur le même tableau, en fait. Si on joue sur l'excitation et le plaisir, c'est pas la même chose. Donc, forcément, du coup, ça recadre un petit peu et je trouve ça assez intéressant. Et juste pour terminer un petit peu là-dessus, dans le désir et donc dans l'excitation, en fait, il y a tout un désir qui est exogène, on va dire, voilà, le désir exogène, c'est tout ce qui va être un peu sensoriel, et donc il peut être une motivation à la recherche d'une activité sexuelle, et le désir aussi endogène, donc là, ça va être tout l'imaginaire. Et tout ça peut être perturbé dans la libido. Enfin, du coup, c'est riche. C'est un très beau thème. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut à la fois aller chercher le plaisir sur les sens, les sens, la sensation corporelle et le fantasme du coup et donc tout le travail imaginaire qu'on peut faire à travers les jeux de mots, etc., etc. Enfin les jeux de mots, les écrits, les projections mentales et tout ça. Enfin, ouais, c'est ça en fait. Donc le désir, tu vas le chercher sur plusieurs plans. Mais comme là, tu dis, il y a plusieurs motivations. Enfin, ce qu'expliquait du coup avec ton psycho, c'est qu'il y avait plusieurs motivations au sexe. Et ça, t'as des travaux qu'on a trouvé jusqu'à 280, je crois, un truc comme ça. Ouais, t'en as qui sont amusés à répertorier toutes les motivations qu'on peut avoir à une activité. 237, pardon. Mais c'est pas génial. à faire une activité sexuelle. Mais en tout cas, pour travailler ton désir, non, c'est nul. Par rapport à ton désir sexuel, on va dire, soit ça va être tes sens directs, sensoriels, le goût, l'odorat, la vue, soit ça va être tes fantasmes, ton imaginaire. Et c'est là où, par exemple, on peut vachement travailler parce qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à travailler leur imaginaire. Ok, ouais, donc ça vient bien compléter cette grosse définition bien historique et un peu lourde, soyons clairs, hein, du coup de la libido. C'est des formations professionnelles, désolé. Et non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et puis on va échanger après dessus, mais c'est vrai que on voit que c'est quand même une notion qui reste assez floue pour le commun entre guillemets des mortels qui sont passés par une éducation sexuelle classique, ou plutôt une éducation à la reproduction, pour être un peu plus précis, Ouais. quoi. Pour passer du coup à la deuxième phase de notre podcast, à la deuxième étape,
On a fait appel à vos témoignages sur les réseaux sociaux et on en a récolté plusieurs. Donc ce soir, on en a choisi 2 qu'on va vous lire. Et l'idée, du coup, c'est qu'on puisse rebondir dessus pour éclairer un petit peu un point de vue, sachant que ça reste notre avis et c'est pas non plus la vérité. Voilà, on se base plutôt sur un temps d'échange. Alors, moi, je vais vous lire du coup un premier témoignage qui nous vient d'un homme. Un beau jour de match de tennis féminin de Roland-Garros, j'avais 14 ans et j'ai découvert des fonctionnalités cachées sur mon pénis. Après ce premier orgasme passionnant, je n'ai pas arrêté d'y revenir très fréquemment. En plus de 20 ans, après cette découverte, je peux affirmer qu'il m'est très peu arrivé dans la vie de passer plus de 2 jours sans jouir. Dans la dernière relation, cette libido insatiable et mon goût pour les nouvelles expériences a d'abord été un plus. Puis, c'est progressivement devenu un poids pour ma partenaire. Nous en avons parlé et nous sommes venus à la conclusion qu'une relation libre s'imposait pour que je puisse être moins frustré. De plus, entre-temps, j'avais pris conscience de ma bisexualité et donc j'ai profité pour apprendre à apprivoiser les sensations de ma prostate et le sexe avec les hommes. Mes relations ont toujours apprécié mon côté insatiable avant. Quand je suis en couple, je suis en mode matin, midi et soir, si tu veux. Et le plus important, c'est que même lors de relations longues, 4 ans plus, mon désir ne réduit pas. Je suis toujours disponible pour des galipettes. Avec une ex, lors d'un long week-end particulièrement actif, la seule chose qui nous a fait arrêter le dimanche, c'est que je commençais à avoir le gland qui pèle. Après 16 rapports. Je ne pense pas être au point d'une addiction sexuelle. Je suis capable d'arrêter, mais je ne ressens pas l'envie ni le besoin. Premier témoignage qui est quand même assez riche. Est-ce que vous avez une première réaction de votre côté ? Bah, moi, en fait, j'ai noté 2-3 petits trucs. Déjà, merci pour le témoignage, parce que c'est pas évident forcément de le donner. Et c'est toujours enrichissant. De toute façon, enfin, je crois que tu l'as dit un petit peu au début, l'idée, c'est pas une vérité absolue, c'est absolument pas dans le jugement, mais au contraire, pour pouvoir un peu comprendre un peu mieux, justement, on a dit le désir qui est quand même vachement compliqué, la libido. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même intéressant sur plusieurs points. Déjà, je trouve, enfin, juste tout au début, de dire j'ai découvert des fonctionnalités cachées sur mon pénis. Enfin, on en parlait d'éducation. Enfin, je trouve que rien que ça montre à quel point on n'a pas une éducation à la sexualité incroyable, quoi. Et c'est ça, parce qu'on y vient tout seul, en fait, en mode « Oh, mais dis donc, c'était là, ça ?» Qu'est-ce que c'était? C'est assez, c'est déjà ça, c'est questionnant. Et puis, moi, ce que je trouve assez intéressant par la suite, c'est le côté communication, du coup, avec sa compagne, en tout cas, sur le fait qu'ils font le constat qu'il y a des besoins qui sont différents et que l'autre n'a pas forcément l'envie pour répondre à tout ça. Ça fait un peu écho à notre premier épisode. Oui. Et du coup, laisser la porte ouverte. Ok, t'as besoin de plus, va te contenter, entre guillemets, un peu comme un repas. Il y en a qui en prennent plus que d'autres et on n'est pas obligé de manger autant juste parce que son voisin a mangé la même quantité. Mais être en capacité de donner cette liberté-là à l'autre, entre guillemets, dans le fonctionnement du couple, ça sous-entend quand même une grosse déconstruction sur le fonctionnement d'un couple, en fait. Parce qu'on sort vraiment d'un schéma de fonctionnement, c'est pas normal, mais... hétéronormatif. Classique. Voilà, c'est ça, classique, hétéronormatif aussi. Et du coup, se laisser cette possibilité-là pour être bien avec soi et du coup dans le couple, parce que au final, on enlève les frustrations et le sentiment de culpabilité des deux côtés quand les deux sont vraiment pleinement en accord avec cette décision-là. Ça permet a priori de trouver un équilibre. Je pense que c'est permis aussi si les deux de leur côté sont assez au clair avec leur sexualité et je vais dire leur niveau, mais c'est pas un bon terme, mais du coup leur désir aussi dans la sexualité, parce que comme tu dis, ça enlève le poids de la culpabilité, mais il faut pas que ça l'enlève. Comme ça je suis débarrassée de la corvée. Si t'es plutôt sur moi j'ai moins de libido,
en ce moment, parce que voilà, il y a des moments de la vie où on en a plus ou moins, il y a des moments pour soi où on est plus ou moins disponible pour ça aussi. Mais si tu es au clair avec ça, que bah ok, là moi j'en ai moins et c'est pas grave et c'est ok et ça n'empêche pas l'amour qu'on a pour l'un pour l'autre, bah là je pense que tu peux donner cette liberté-là. Si en revanche ça te renvoie de mon Dieu, je le satisfais pas et justement j'en suis coupable et il faut que je trouve une solution pour que mon pauvre chéri il trouve quelque chose, c'est là où c'est moins bon et Oui, je pense pas, j'ai pas l'impression dans le témoignage que ça soit ça pour le coup. J'ai pas l'impression non plus. J'ai l'impression que c'est une co-construction assez intéressante. Ouais. Après, c'est vrai que là, c'est une solution qui peut paraître extrême pour pas mal de personnes, entre guillemets, qui Mm. n'ont pas forcément fait le travail. Il y a un travail de déconstruction sur le Ouais. couple, ou qu'on n'a pas forcément envie. Mais Oui. on peut voir aussi rien que des notions de le fait de la masturbation au sein du couple. Aussi. Comment ça peut du coup se gérer et ça peut être ok de se masturber au sein du couple et c'est pas un aveu de non-satisfaction Mm. de la part du partenaire, mais c'est plutôt comment je peux du coup satisfaire mon niveau de libido entre guillemets. sans arriver sur un couple libre, entre guillemets. Pour rester dans un schéma plus classique de relation de couple, sans personne extérieure. C'est ça que tu veux dire, Mathieu? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est bien ce côté-là. Bah voilà que on reste dans un schéma, alors hétéro ou pas, mais en tout cas dans un schéma classique avec deux partenaires. Mais comment je peux du coup satisfaire aussi ou permettre à mon partenaire de satisfaire son désir pour pas qu'il y ait de la frustration d'un côté ou de l'autre entre guillemets quoi. C'est parce qu'effectivement, enfin, je pense que des solutions, il y en a plein et bah, ça vaut le coup aussi sur un couple. Encore une fois, enfin, je pense que ça va être le maître mot de tous vos podcasts de toute façon, qui communiquent. Enfin, voilà, je pense que c'est important. Donc sur un couple qui communique et qui apprend, enfin communiquer dans le sens où je pense que vous l'entendez, c'est-à-dire qu'à la fois tu donnes les informations qui sont importantes pour toi, mais tu reçois aussi celles de l'autre et tu les acceptes. Enfin, tu essaies de construire avec dans ce sens-là. En fait, ces solutions-là, c'est pareil. Je pense que c'est important de se dire que c'est pas figé dans le marbre. C'est-à-dire que quand je dis ça, enfin, si à un moment tu te dis ah bah pour satisfaire nos désirs à l'un et à l'autre, je pense qu'une relation libre pourrait être bien, bah, ça peut se tenter. Et puis finalement, si vous voyez que que ça met mal à quelqu'un, l'un ou l'autre, c'est quelque chose, je pense, on peut revenir aussi dessus. Enfin, toujours dans cet esprit de façon de communication. Et du coup, il y a plusieurs solutions. Et pareil pour satisfaire le désir. Bah, en fait, bah, il y a la masturbation, il y a différentes approches de la sexualité, de l'érotisme, en fait, et apprendre un peu tout ça, ça donne plein de solutions finalement pour se satisfaire, tout simplement. Est-ce que Manon, il y a un outil qui existe, je sais pas pour mesurer entre guillemets la libido ou un indicateur, quelque chose qui pourrait permettre voilà, dans un couple de définir un peu, de dire, ah là, moi, mon niveau de libido, il est plutôt là, et toi, il est plutôt là. Est-ce que on peut parler de fréquence? Est-ce qu'on peut parler je sais pas comment tu l'abordes, toi, de ton côté, ce genre de choses? C'est marrant comme question parce que j'avais pas du tout réfléchi, mais c'est cool, ça m'y fait réfléchir. Parce que, alors attends, je réfléchis en direct. Euh, Parce que, en fait, on n'a pas d'échelle en soi. Alors, ça existe peut-être, je veux pas dire de conneries, donc peut-être que ça existe. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et je pense que dans un couple, de toute façon, tu te iras pas faire une échelle. Tiens, chérie, prends ton questionnaire, s'il te plaît. Remplis ton questionnaire, on va mesurer ça. Je pense pas que ça soit une très bonne solution. En revanche, est-ce que tu peux définir ton niveau de libido? En fait, moi, ça m'embête un peu dit comme ça parce que enfin, comme je te dis, c'est tellement fluctuant. Alors après, t'as des gens, enfin, c'est fluctuant au jour le jour, ça dépend un peu de pas mal de périodes, mais bien sûr que t'as des gens qui ont globalement une grande libido. Manifestement, cet homme-là a une libido assez importante et il en est tout à fait satisfait. Et c'est génial qu'il arrive à avoir des relations qui respectent ça aussi. Et t'as des gens qui ont globalement moins de libido. Alors après, je pense que c'est apprendre à se connaître soi-même. Euh, donc c'est déjà tout un travail en fait sur soi, plus que dans le couple. Je pense que c'est déjà un travail sur soi
de se dire, ok, à quelle fréquence j'ai du désir. Déjà, enfin, encore une fois, un autre maître mot, enfin, en tout cas, là, c'est un des miens, c'est l'éducation. Et d'apprendre que, déjà, je pense aux petites filles, que c'est ok d'avoir du désir. Qu'est-ce que c'est l'excitation? Je vous le disais tout à l'heure, c'est désir, excitation, c'est vachement lié. Et du coup, si tu sais pas quelle sensation dans ton corps il y a quand t'es excité, tu comprends pas le concept de désir non plus, c'est compliqué. Donc déjà un peu déconstruire tout ça. Et une fois que t'as vraiment compris un petit peu, enfin je pense qu'une fois que t'es à l'aise dans ton corps et ta sexualité, enfin à l'aise, pas totalement, on n'est jamais 100% à l'aise. Je pense que c'est un peu utopique ça, mais en tout cas, quand tu es suffisamment bien au clair dans ta sexualité, je pense que tu es capable de dire à ton partenaire, bah voilà, moi j'ai une libido que je considère par exemple pas très grande ou plutôt grande, et dans ces cas-là, effectivement, peut-être en termes de fréquence, de dire bah voilà, moi en général, parce que bien sûr que ça change, c'est pas une règle absolue. En général, je me satisfais d'un rapport par semaine, mais parfois avec, je sais pas, 2-3 masturbations dans la semaine aussi. Ou au contraire, je me satisfais de 3 rapports pénétratifs, mais par contre, j'ai besoin de caresses aussi à côté. Enfin, je pense que c'est important en plus d'inclure vraiment une sexualité haute, enfin, d'avoir vraiment tout le panel de la sexualité en plus. Je sais pas si je suis claire ou si ça répond à ta question. Ouais, si, Si, c'est clair. c'est Oui, ça va. tout à fait. Mais c'est vrai que oui, c'est juste voilà, pour donner des petits indicateurs ou des petits tips sur ok, on a envie de discuter, Oui, tout de à fait. notre libido, voilà, comment on fait. Mais je pense que voilà, le fait de parler de fréquence, de parler de fréquence sur différents éléments de la sexualité, c'est vraiment Mm. important. Et puis oui, il y a des personnes qui vont, qui vont carrément aimer avoir peut-être beaucoup de sexe pénétratif d'un côté, et puis d'autres juste vraiment de la tendresse, et ça peut, voilà, il peut y avoir des indicateurs sur tous les éléments, mais pouvoir avoir conscience de ça, ça demande aussi un petit peu de se connaître aussi, donc de Mm. pouvoir faire un petit travail, prendre rien qu'un petit carré, un petit cahier, un petit crayon, puis hop, noter potentiellement, tiens, cette semaine, combien de fois j'ai eu envie de faire ça, quoi. Mm. Ça peut être une clé, en tout cas, je pense. Et pas être étonné après aussi que y a des fois où ça arrive moins, parce qu'effectivement ce que tu disais Manon, on peut, voilà, selon les moments de la vie, selon ce qu'on traverse, selon la fatigue, selon le stress, selon l'état de santé, selon plein de choses en fait, on peut avoir on peut avoir une libido très différente d'un moment à l'autre, même dans la journée, enfin dans la semaine ou d'un mois sur l'autre, enfin d'une année sur l'autre, des fois ça peut se compter en années, et ou d'un partenaire à l'autre aussi, enfin voilà, ça peut être vraiment hyper fluctuant, et c'est pour ça que c'est important de communiquer dessus régulièrement. Ouais, mais effectivement, enfin, c'est ce que tu dis, communiquer régulièrement, parce que des fois, tu as des gens aussi qui disent, oui, non, non, mais on en a parlé. Enfin, on en a parlé une fois il y a 10 ans, quoi. Enfin, forcément, faut en parler, ouais, régulièrement, parce que, comme tu dis, il y a des moments de la vie où c'est mieux que d'autres, quoi. Ça me fait penser à une petite BD là sur le consentement qui est Cup of Tea. Ouais, elle est On bien. vous le mettra dans les informations du podcast. Vous allez voir, hein, c'est assez intéressant. Et ça reprend un peu ce concept de voilà, le consentement, il est à un instant T, il est pas valable pour tout le temps, quoi. Et je pense que voilà, pour la libido, on est à peu près sur la même chose. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le prochain témoignage Ah si. avec un petit avertissement? On va parler d'agression sexuelle à un moment, et donc du coup, si vous ne sentez pas de l'écouter, je vous invite à avancer dans le podcast et de passer du coup aux échanges un peu plus loin. Le deuxième témoignage a donc été écrit par une femme, et je vais vous le lire. Ma vie sexuelle a jamais été folle. J'ai subi des attouchements de la part de mon père quand j'étais enfant. Je ne l'ai réalisé qu'en grandissant, comme beaucoup dans mon cas, j'imagine. J'avais une appréhension de la vie sexuelle que j'allais avoir. Quand j'ai eu mes premiers petits copains, ils étaient très insistants sur le fait de coucher avec moi, donc la sexualité m'attirait de moins en moins. Mes premiers rapports sexuels ont jamais été géniaux, même si j'étais pas mal active. Puis, mon partenaire était égoïste, malgré le fait que je communiquais avec lui là-dessus. Je suis en couple depuis quelques années avec la même personne, maintenant. Avec notre vie sexuelle plate et basique, j'ai perdu en libido. J'ai arrêté la pilule et je me suis dit que ça allait remonter. Alors oui, elle est remontée en flèche, mais mon partenaire ne m'attire plus, ce qui n'aide pas.
Je sais exactement dans quel ordre va se dérouler le rapport. Donc bon, je connais l'issue, mais voilà. Une libido, je pense que ça s'entretient. Il faut expérimenter, pimenter son couple sinon, enfin dans mon cas, elle devient nulle. Du moins en couple. Et être en accord avec son partenaire, ce qui n'est malheureusement plus mon cas. Alors je voudrais commencer par remercier la personne qui nous a livré ce témoignage parce que c'est pas facile de partager ce genre de vécu d'expérience et merci pour ça, pour nous permettre de l'entendre, de le partager et de pouvoir réagir dessus et peut-être que ça parlera de fait à d'autres personnes. Merci. Pour rebondir, ou en tout cas pour échanger par rapport à ce témoignage, moi, le premier truc qui me vient directement en tête, c'est le côté éducation, en fait, où on voit que les premiers rapports consentis sont deux personnes qui n'arrivent pas forcément à communiquer entre elles sur comment on éveille le désir chez l'autre, et alors qui se basent, j'imagine, sur les seules choses qu'ont pu leur apporter des informations, c'est-à-dire des films porno, parce que c'est clairement pas l'éducation à la reproduction qu'on a à l'école qui permet du coup d'avoir des informations là-dessus. Et dans les films porno, clairement, ça n'existe pas non plus d'éveiller le désir de l'autre, vu que c'est une fiction autour juste d'un rapport sexuel. Et voilà, toute cette notion de désir, de libido est inexistante. Je pense qu'on va faire un épisode sur l'éducation sexuelle. Oui. Parce que ça nous paraît très 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 important. Mais je crois qu'il est prévu dans la trame de l'année en fait. Effectivement, Ouais. Il est prévu dans la première saison. C'est très bien d'y avoir pensé. Ça fera du bien aux gens. Et ça me fait rebondir aussi sur un truc, moi je pense à mon expérience personnelle. C'est vrai que la notion de libido en tant que telle, elle est arrivée très très tardivement chez moi. C'est arrivé, je pense, à la première grossesse de ma compagne. Avant, oui, j'avais des notions de désir, mais c'était peut-être plus lié au côté envie intentionnelle, et pas le côté, on voit que la libido, c'est beaucoup plus complexe, et que juste, une envie, j'ai envie de manger des pâtes, j'ai pas envie de manger des pâtes, quoi. Il y a d'autres choses qui sont liées. Pardon, cet exemple est magnifique. Alors oui, c'était un exemple, c'est très imagé, mais oui, j'adore. Mais du coup, je te rejoins. On avait échangé un peu plus tôt entre nous là-dessus, et moi aussi j'ai découvert cette notion de libido. Alors un tout petit peu avant la grossesse, au moment de l'arrêt de la pilule, en fait, quand j'ai voulu tomber enceinte, où là j'ai vu la différence des effets, et du coup je me suis penchée sur la question et pouf, je me suis dit waouh, c'est dingue en fait les effets de la pilule que ça peut avoir. Et puis après la grossesse, boum, nouvelle chute de libido, et du coup là on comprend mieux ce que c'est la libido en fait, que c'est pas juste avoir envie avoir envie ou pas de faire l'amour, il y a plein d'autres choses qui jouent autour de ça, et dans le couple également. Manon, je sais pas si tu veux réagir. Ouais, parce que vous dites plein de trucs intéressants, et du coup j'ai trop de trucs à dire. Vas-y, on te laisse plein de temps pour parler. Du coup, je suis désolée, je vais faire du rétropédalage. Attends, faut que je note ce que tu as dit, parce que sinon je vais oublier. Sur la grossesse et la pilule, je trouve ça intéressant, mais elle en parle aussi, donc ça va me raccrocher. Mais déjà sur le fait, effectivement, sur l'éducation, et là, les premiers rapports, effectivement, étaient probablement, on n'en sait rien, on n'était pas là, mais qu'en tout cas, les premiers petits copains qui étaient très insistants, avec la sexualité qui l'attirait de moins en moins, ça, je veux dire, c'est logique que le désir, ça baisse aussi, hein, quand on n'y trouve pas de plaisir, il n'y a pas de raison d'avoir envie d'y retourner. Effectivement, cette phrase où elle dit que ça n'a jamais été génial, même si j'étais pas mal active. Donc on voit sûrement qu'il y avait quelque chose où la communication passait pas, et que pour rebondir quand même sur le porno, qui malheureusement est l'éducation à la sexualité de pas mal de jeunes, où effectivement ça éveille pas le désir, parce que ça travaille pas du tout ça en fait. Le porno, ça travaille le désir. Et je vais en profiter, je suis désolée, je vais être un peu longue, mais justement peut-être pour en parler un peu de la différence entre désir masculin et désir féminin. Vous allez voir comment je raccroche mes rails en partant du porno.
C'est parce que en fait, le désir masculin est généralement, hein, tout ce que je vais dire est des généralités, et bien sûr, ne s'applique pas à votre cas personnel forcément. C'est important de le rappeler. Mais en tout cas, le désir masculin est assez facilement par des stimuli visuels. Donc forcément, le porno, ça parle. Et en plus, il est très lié au phénomène érectile, c'est-à-dire que euh, en regardant des pornos, on va travailler aussi, on peut dire. En tout cas, ça va éveiller quelque chose qui va avoir une réaction dans le corps qui va se voir. C'est ça la différence aussi avec les filles. C'est pour ça que ça peut être parfois plus compliqué pour les filles. Parce que là, il y a une réaction vraiment physique. Enfin, bien sûr, chez les filles aussi, il y en a une. Mais en tout cas, là, ça se voit. Et du coup, c'est plus facile pour les hommes en général de savoir qu'ils ont des désirs parce qu'ils commencent à voir l'érection ou à la ressentir. Ils sont plus habitués à avoir une focalisation autour de leur partie génitale. Mais le porno va pas travailler le désir sur comment éveiller le désir de sa partenaire. Ça va être juste des images sexuelles qui vont, par contre, attiser son désir propre masculin, entraîner un phénomène d'excitation, et puis ensuite, soit la masturbation ou autre, mais en tout cas, va entraîner cette excitation. Donc, ils vont avoir ce schéma de je regarde quelque chose, je suis excitée. Alors que les femmes, on a souvent déjà un seuil d'excitabilité, donc d'avoir des réactions à l'excitation. Enfin, souvent, on peut avoir un seuil plus faible, donc ça prend plus de temps. Et puis les femmes, elles sont sur plusieurs canaux sensoriels, en général, encore une fois, c'est-à-dire qu'on passe par plus de canaux que juste visuel. Et en plus, c'est très lié le désir féminin aussi au relationnel. Donc forcément, le porno offre pas tout ça. Et j'en profite pour faire une petite promo porno. Alors non, c'est pas le mien, je vous rassure. Mais Petite révélation. Ah, Manon. non, non, par contre, dans les pornos qui, je trouve, travaillent beaucoup l'imaginaire et du coup travaillent le désir de façon large et la sexualité de façon large, c'est les pornos féministes. Et je ne peux que vous conseiller la réalisatrice Erika Lust, qui fait des super trucs où vraiment, du coup, il n'y a pas forcément déjà de sexe pénétratif et pourtant c'est une ambiance hyper érotique qui justement va travailler le désir et les fantasmes et l'imaginaire. Et ça, on en avait parlé un peu plus tôt. Ouais, c'est vraiment important, je pense. Et du coup, c'est vrai que les femmes, on n'a pas appris à travailler aussi là-dessus, déjà reconnaître ces sensations d'excitation, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a une lubrification au niveau de la vulve, du vagin, et que finalement le clitoris aussi il peut avoir une petite érection. Tout ça, on n'apprend pas, on le voit pas, et du coup, c'est plus compliqué pour les femmes d'avoir. Ouais. Une petite précision, tu Oui. parles là plutôt de l'adolescent ou de l'adolescente. Ouais. Dans ce cas-là, en fait, ouais, sur le fait que l'excitation est beaucoup plus visible du coup chez l'adolescent, chez la personne possédant un pénis que chez la personne possédant une vulve. Ok. Ouais. Ouais, non, mais c'était juste Alors, après, pour repréciser. Et du non, coup, t'as raison. le schéma derrière d'exploration, j'imagine aussi, plus difficile, si on n'identifie pas le moment où on est potentiellement excité, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, malheureusement, du coup, le fait d'avoir eu ce manque à l'adolescence, souvent se répercute aussi sur l'âge adulte. Et effectivement, en plus, tu vas t'entraîner quand tu as identifié que tu étais excité, généralement, tu fais quoi? Tu te masturbes. Enfin, généralement, pas tout le temps, mais en tout cas, ça peut entraîner une masturbation et du coup du plaisir. Et chez les personnes, tu as raison de le dire comme ça, chez les personnes avec des vulves, effectivement, tu vas pas avoir cet entraînement-là et du coup, tu vas avoir moins de masturbation et du coup, moins d'entraînement à ce plaisir-là et du coup, moins d'attrait aussi pour la sexualité en général. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça me fait C'est vaste, penser, hein? c'est vaste et ça me fait penser à des choses qui, qu'on pourrait encore explorer beaucoup plus loin sur les pratiques masturbatoires infantiles qu'il y a en fait Mm. et qu'on va beaucoup peut-être plus réfréner chez les petites filles que que chez les petits garçons là si on parce que j'ai entendu plusieurs fois des copines me parler de pratiques quand elles étaient petites elles se frottaient sur des coussins Ouais. sur les barres sur
un peu tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait pas conscience que c'était un côté sexuel. Pour autant, c'est quelque chose qui leur faisait du bien, mais la répression parentale, des fois, était un peu sévère, en disant que c'est sale, le fait de pas nommer forcément l'organe génital de la manière dont il se nomme de façon scientifique, bah, favorise pas non plus ce côté découverte et connaissance de son corps, quoi. Ah bah, de toute façon, on pourrait, je pense, parler pareil d'un point de vue historique et culturel, la répression de, de l'organe génital féminin en large et en travers, qui participe largement au fait, je pense qu'il y a ce mythe, c'est pareil, bah, ça va être un peu l'objet aussi entre le désir de la femme et le désir de l'homme, mais forcément dans un contexte où on dit à la femme qu'elle n'a rien entre les jambes que voilà, finalement ça ne sert qu'à se reproduire, même si maintenant le discours avance. Bah, déjà quand tu dis que t'as rien entre les jambes, bah, ça veut dire que tu peux rien sentir entre les jambes. Donc tu peux pas avoir de désir. Enfin, quand tu pars de là, forcément ça devient compliqué. Et puis non mais et puis en plus l'autre chose aussi, c'est qu'il faut voir dans le rapport sexuel, le mec, enfin pardon, la personne avec un pénis a besoin d'être en érection, donc d'être dans un état d'excitation pour avoir le rapport pénétratif, hein, j'entends. Alors que quelqu'un avec une vulve n'a pas besoin en soi d'avoir d'être excité pour avoir un rapport pénétratif. Il peut se passer sans qu'elle soit excitée. Et c'est ça aussi un petit peu ce qui peut amener certaines différences et qui peut amener souvent une rapidité. Et je pense, pour revenir un petit peu au témoignage, bah, peut-être que aussi souvent, du coup, dans les rapports un peu plan-plan, enfin, je sais plus comment elle le dit, mais les rapports où elle sait comment ça va se dérouler, bah, peut-être qu'il n'y a pas cette phase justement d'excitation, de préparation au corps féminin à un rapport sexuel dans sa globalité, pas forcément pénétratif, mais au moins une préparation au corps quoi, et du désir et d'alimenter quelque chose. Et on revient au porno où très, Ouais, très régulièrement c'est fellation, pénétration, quoi. ah bah ouais. Donc forcément, le poids de l'éducation à la sexualité est encore très très fort, quoi. Mm, Elle aborde aussi la notion d'entretien de la libido. mm. Alors, est-ce que ça recoupe un peu le côté communication, du coup, et savoir ce que l'autre aime et savoir à quelle fréquence, du coup, on a envie de faire telle ou telle pratique. Je sais pas, toi, ce que t'en penses là-dessus, sur le côté entretenir la libido ou Euh, booster la libido. Des fois, on voit ça là dans des magazines ou autres, comme si on pouvait mettre un peu d'engrais puis ça pouvait pousser, quoi. J'adore tes Vive le métaphores. Viagra! Ah bah tiens, bien, ouais, c'est intéressant. Justement, je crois que tu m'as vu un peu grincer des dents avec le terme de booster la libido. Et d'entretenir la libido, bah, en fait, c'est à la fois vrai et pas vrai. Et typiquement, dans les magazines féminins, enfin, effectivement, c'est comme tu dis, c'est comme si on disait, tenez, une recette d'anglais, ah, si ça marche pas, bah, c'est que vous êtes nul. Enfin, bon. Enfin, moi, ça me fait toujours un peu cet effet-là dans les conseils féminins, il faut entretenir la libido, du coup, il faut vous faire belle pour machin. Enfin bon, je sais même pas trop quels conseils ils donnent et finalement, on s'en fiche un peu. Euh, Souvent, la question, c'est pas tellement de booster la libido, parce qu'en fait, la libido, elle est surtout très sensible aux stimulus négatifs. C'est-à-dire que bah, tu peux lui donner tous les conseils que tu veux pour la booster, donc des conseils plutôt positifs, des stimulus positifs, c'est de s'habiller sexy, d'avoir un imaginaire, de faire des jeux de rôle ou que sais-je. Mais en fait, comme la libido, elle est beaucoup plus sensible aux stimulus négatifs, c'est-à-dire au stress, typiquement. Et du coup, bah, aussi à la charge mentale, par exemple, le fait bah, d'avoir une journée de boulot chiant, alors moi j'ai pas d'enfants, mais vous, ça vous parlera peut-être plus, mais d'avoir les enfants, faut faire prendre le bain, il y en a un qui est tout couvert de je sais pas quoi, de terre, Le ce manque dont de se couvrent sommeil. les enfants. Le manque de sommeil, typiquement, hein, tu pourras me dire, Marie, toi, ce que t'en penses, mais l'arrivée de l'enfant, du premier enfant ou du deuxième, hein, même l'arrivée d'un enfant, donc du coup avec un sommeil une quantité de sommeil en chute libre,
je pense que la libido derrière est en chute libre aussi. Alors, après, c'est une généralité, Alors, hein, mais mais s'il y avait que ça, mais il y a pas que ça. Il y a aussi tout le bouleversement hormonal chez nous. Où c'est Bagdad à l'intérieur, du coup la libido elle est là en mode ouais pas maintenant, hein, on va laisser d'abord ton corps se rétablir. Et puis si t'as eu des points, ça peut faire mal, tu peux avoir une appréhension à reprendre des rapports. Si tu fais du cododo, si t'allaites et que tu te réveilles 3 fois par nuit pour donner le sein, bah du coup ça te donne pas trop envie de faire l'amour parce que le peu de temps que t'as envie que t'as de libre, tu le passes à dormir. Comme tu disais, le sommeil est hyper important. Ou même du coup ton image de toi, parce que quand prendre une douche ça devient un parcours du combattant où tu dis il faut que je trouve 10 minutes dans ma journée pour réussir à me laver, du coup éveiller le désir et la sensualité avec ça, c'est compliqué, hein. Et c'est pas grave, c'est ok, enfin c'est tout un en fait ce qu'il faut dire c'est que c'est pas grave et que c'est une période et que ça ne va pas durer, ou qu'il y a des choses qui vont changer et que des choses vont évoluer et qu'il y a un moment donné où ça va ou pas revenir selon les besoins de chacun en fait. Je pense que c'est ça le plus important. C'est juste accepter qu'il y a des moments où bah non, c'est pas là, ou c'est moins là, et puis du coup voir comment, si on a envie que ça revienne, comment ça peut revenir, par quels moyens, et comment on peut être bien avec soi d'abord pour que ça puisse revenir. et du coup en discuter aussi sans culpabiliser en fait l'autre, Oui. parce que surtout dans ces grosses phases de changement, mais là on parle de la parentalité, mais ça peut être très bien aussi, on a un nouveau boulot, on a 8000 choses en fait qui peuvent jouer sur cette libido-là, c'est le fait Ou on est en de... dépression, ou une maladie, enfin tu vois, il y a plein de choses qui... Ouais. Pardon. C'est le fait bah, d'exprimer potentiellement son besoin sans culpabiliser l'autre en lui disant bah tu vois t'es pas obligé, t'arrives pas à me donner entre guillemets ce que moi j'ai besoin quoi. C'est pouvoir l'exprimer et accepter que eh ben c'est ok que l'autre n'a pas cette énergie ou cette envie-là en tout cas pour répondre et pour qu'il y ait une adéquation sur ce plan-là. Et puis de trouver un compromis. Bah, très bien, tu peux te masturber autant de fois que tu veux, et même dans le lit, c'est ok. Et pour autant, voilà, chacun trouve son équilibre avec tout son package, bien sûr, qui traîne derrière lui, quoi. Ouais, c'est ça en fait, ou même trouver soit des compromis ou des façons de faire différentes. Je pense que ça peut être l'occasion justement de se réajuster sur d'autres façons d'avoir ce besoin de libido satisfait. Ça peut être intéressant justement de travailler ça aussi dans le couple. Et puis, bah, comme je vous disais, du coup, c'est vraiment de travailler sur d'abord les facteurs, tout ce qui est négatif en fait. T'enlèves tous les stimulus, enfin, tu vas pas enlever tous les stimulus négatifs parce que si on avait une recette miracle pour enlever tout ça, je pense que tout le monde serait preneur. Et puis c'est un peu dur de rendre un enfant quand il vient de naître, quoi. Oh, Service après-vente, s'il vous Le plaît. SAV est pas hyper fonctionnel, hein. non, non, bah c'est sûr, c'est pour ça. Enfin, tu vas pas. Quand je dis enlever les stimulus négatifs, je ne dis pas jeter ton enfant à la poubelle, effectivement. Mais c'est plus, en tout cas, effectivement, travailler le stress, travailler bah, par rapport au sommeil, voir ce que tu peux faire. Et puis, du coup, pas peut-être et essayer. Alors, c'est là où le terme d'expérimenter, de pimenter son couple et d'entretenir son couple me va un peu mieux. C'est-à-dire pas expérimenter pour expérimenter en disant bon, ça c'est nul, vas-y, il faut qu'on fasse autre chose. Mais par contre, dire ok, là, on n'y arrive plus. Ou là, voilà, là, je suis trop fatiguée en ce moment, mais peut-être qu'à un autre moment de la journée ou avant, ça marchait pas, ou j'avais d'autres choses à faire, bah là, je serais peut-être plus disponible. D'avoir aussi cette disponibilité-là à la sexualité. Et puis, encore une fois, c'est en fait d'élargir son champ de sexualité. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas forcément obligé de faire le rapport de 15 minutes, missionnaire, bonjour, au revoir, quoi. Euh, on peut peut-être faire des rapports soit plus courts, mais qui soient de la sexualité quand même, soit des rapports plus longs. Ça peut être centré sur un des partenaires, sur les deux. Enfin, tant qu'il y a cet Ça peut échange, enfin, je veux commencer dire, par un massage, ça peut être juste un ouais, massage, ça peut être plein de choses en fait. Ouais. Aussi. Je pense que la sexualité, ouais, il faut la redéfinir sur le côté. Mm. C'est pas un pénis qui rentre dans un vagin, quoi. Non, mais clairement, voilà, la bah ouais, sexualité, c'est très très vaste et ça peut commencer même à distance. Pourquoi pas avec des petits messages, des choses.
Il Des faut, petites photos. le champ est Hmm. est beaucoup plus large en fait que ce qu'on veut bien nous faire croire entre guillemets sur le côté c'est la pénétration et on le voit bien encore sur euh, ça me fait penser un peu à mon histoire, c'est quand on est jeune, on parle de la première fois, mais on parle uniquement de Hmm. la première pénétration, alors qu'il peut y avoir Plein de premières fois. plein de premières fois. Et moi, la première fois que j'ai eu, entre guillemets, un contact sexuel de manière globale avec une personne, elle était bien avant ma première pénétration. Et je pense qu'elle était tout Moi aussi aussi. importante, quoi. Euh, Ah, ouais. on a un peu Et juste, digressé encore, ouais, vas-y, mais ouais. c'est bien, c'est le but. C'est Hein. intéressant. Mm. Ouais, il y a plein de choses à dire. Et je trouvais intéressant dans le témoignage, dans le deuxième témoignage Hmm. qu'on a lu, où elle parlait aussi de sa libido qui est remontée, Hmm. mais qui n'est pas en phase avec ce qu'elle vit avec son partenaire, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle sait comment va se passer le rapport d'avance. Du coup, il y a un ennui qui s'installe, et ça ne donne pas envie d'avoir envie. Hmm. Et du coup, là-dessus, c'est délicat en fait de communiquer parce que on se dit mais merde, mais je vais le vexer si je lui dis que je me fais chier au lit en fait. Enfin, c'est peut-être un peu grossièrement le trait, Hmm. mais c'est un peu l'idée de dire je m'ennuie d'avance parce que je sais comment ça va se passer, parce qu'il y a pas de enfin, la spontanéité elle est pas là parce qu'on fait toujours la même chose, et du coup se dire comment je vais amener ça à l'autre sans qu'il le prenne mal, etc., ça peut être des gros freins des gros freins à la discussion de ça, alors que c'est juste ultra important et que c'est ce qui pourrait permettre justement une meilleure communication sur ce plan-là, et donc de retravailler le désir de l'autre, et de comment on remet la sexualité dans le couple en fait. Oui, je pense que t'as plutôt raison. Hmm. En tout cas, moi, de mon point de vue, alors après, c'est toujours un point de vue personnel, hein, ça n'engage que moi, mais oui, c'est pouvoir discuter de quelle sexualité on a envie, et on y revient, hein, de toute façon, la communication, encore, toujours. Pas Euh, notre fil rouge. mais ouais, sur l'expérimentation, pouvoir passer, oui, sur... eh ben oui, on se fait juste des petites caresses ou juste un massage, et relever les moments qui sont intéressants, et de pouvoir aller explorer de plus en plus loin sur ces parties-là. Mais ça demande de pouvoir discuter. Alors, soit quand on est en train de le faire, mais des fois c'est pas simple. Ou en tout cas après pouvoir débriefer, de dire ah bah ouais, là c'était vachement sympa. Et moi j'aimerais bien que ça soit un peu plus, ça s'accentue un peu plus, peut-être que là, la pénétration, effectivement, c'est pas ouf, et c'est ok, quoi. Ça peut. Mais on est encore sur une discussion pour s'accorder, trouver du coup un mode de fonctionnement commun qui permet aux deux, du coup, de prendre Hmm. du plaisir aussi, parce que ça reste quand même l'objectif, sans avoir l'objectif orgasme et le carcan de le Oui. goal absolu de si on n'a pas un orgasme, ou si il faut qu'on ait un orgasme en même temps, parce que dans les films porno, ils jouissent tous les deux en même temps. Euh, bon, quand elle jouit, la femme, parce que quand même, c'est quand même assez limité, faudra pas déconner. Quand elle jouit réellement et pas en stimulant Simulation. ouais, en simulant à fond. Euh, Voilà, c'est trouver, réussir à s'accorder. Et moi, je vois si je reprends dans mon passé, j'ai eu des sexualités qui étaient bien différentes avec différents partenaires, parce qu'il y a un moment aussi, on a réussi à se dire, ah bah oui, là, on préfère ça, et pas forcément en parlant que de position, mais voilà, en termes de pratique de manière générale, quoi. Et avec d'autres, complètement autre chose, et c'est ok, quoi. Et c'est important, en tout cas, de pouvoir échanger là-dessus, quoi. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Hmm. Le bon coup ultime n'existe pas, hein. Ouais, et puis c'est effectivement, enfin, je pense il y a le fait alors on l'a dit, redit, de communiquer. Alors c'est pas toujours facile, on le fait pas toujours bien non plus. Parfois on a l'impression d'avoir communiqué, d'avoir dit ce qu'on voulait, mais en fait on l'a mal dit, on l'a dit sur un ton de reproche. Enfin, peut-être dans le témoignage, je sais pas comment elle vit ça et comment ça se passe, mais pouvoir proposer aussi d'autres choses, parce que si le rapport il se déroule toujours de la même façon,
peut-être aussi pouvoir proposer des variantes avec son corps, dans la façon de se faire. Alors peut-être qu'elle a essayé, hein, peut-être que ça s'est mal passé quand elle l'a fait et que l'autre n'était pas du tout réceptif et n'a pas du tout compris le message envoyé. Mais peut-être aussi pouvoir proposer d'autres choses. Et j'en profite pour faire une petite recommandation, qui n'est pas du porno cette fois-ci, euh, qui est un bouquin. Je peux faire ma reco là? Oui, Euh, oui, vas-y. ouais. En fait, c'est un bouquin qui s'appelle Désir, c'est marrant, qui est un roman sexo-informatif de Pascal de Sutter et Virginie pardon, Ledoyen. Et qu'est-ce qu'un roman sexo-informatif? En fait, c'est un roman, c'est une histoire d'aventure, de mémoire, non d'espionnage, Désir. C'est une histoire d'espionnage, et entre chaque chapitre de ce roman de l'histoire d'espionnage, il y a des conseils sexos, parce que forcément, c'est une femme, en fait, l'histoire suit la femme qui a un manque de désir avec son partenaire, un peu comme elle le décrit, en fait, à la fin de son témoignage, c'est-à-dire qu'effectivement, toujours la même chose en couple, et plus attirée, effectivement, par son partenaire. Et au milieu de ça, il y a une histoire d'espionnage. Bon, ça suit en fait son trouble de la libido. Et en fait, au milieu de chaque chapitre, il y a des conseils sexuels assez pratiques pour le couple et pour soi. Et franchement, je le conseille, c'est un bon bouquin. L'histoire d'espionnage n'est pas incroyable, mais par contre, les conseils sexuels sont pas mal. Yes. On le mettra dans les liens des recos. Je voulais dire que de fait la situation de cette personne-là, l'anticipation du rapport en se disant ok ça va se passer comme ça, j'ai pas envie, j'ai envie mais pas comme ça. Je l'ai vécu moi et dans d'autres relations et c'est vrai que c'est pas facile d'en parler parce que déjà l'autre peut ne pas être ouvert à cette discussion-là par pudeur ou par gêne de par l'éducation, etc. Et du coup, quand t'arrives pas à communiquer dessus, ça devient un vrai problème en fait, parce que petit à petit ta sexualité elle devient complètement absente du couple et de fait, pour entretenir le couple, quand il y a plus de libido et plus de sexualité, ça devient compliqué parce que c'est une part importante du couple. C'est pas la seule, mais c'en est une aussi. Ça peut l'être en tout cas chez les personnes qui sont pas asexuelles en tout cas. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de... On n'a pas eu de retour, c'est vrai que sur mais des personnes qui sont asexuelles par exemple, Ouais. c'est un pan qui n'existe pas en fait dans leur couple. Et ça peut être complètement aussi ok si chacun de son côté est dans la même à la même du coup le même niveau quoi. Mais c'est ça, je connais j'ai des amis qui sont asexuels et panromantiques par exemple et du coup qui vivent ça, qui sont complètement en accord avec ça et en fait c'est juste trouver un ou une partenaire qui soit dans la même ou qui accepte ça en tout cas dans son couple. Après ça demande aussi je pense un équilibre à trouver dans le fonctionnement du couple, mais c'est pas parce qu'on est asexuel qu'on ne peut pas trouver un partenaire ou une partenaire en fait. Contrairement à sans doute beaucoup de croyances, je pense, encore. Parce qu'à mon avis, non mais mine de rien, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup abordé ou déconstruit, même dans les éducations sexuelles qu'on peut faire petit à petit. Et on peut être asexuel et aromantique et être en couple aussi. Donc bon là on commence à rentrer dans le complexe des nouveaux schémas. Des multiples sexualités qui existent. Ouais, tout à fait. Mais il y a vraiment plein de choses qui existent et en tout cas il y a plein d'éléments qui permettent aussi de vous retrouver si vous retrouvez pas dans le schéma très classique qui est proposé hétéronormatif entre guillemets. Il y a plein de portes de sortie maintenant qui existent et qui permettent de pas de vous cataloguer, mais en tout cas de trouver des personnes qui puissent être dans le même mode de fonctionnement que vous. Pour faire un peu le bilan du coup de ce thème, est-ce que tu vois comment un peu synthétiser toutes ces notions autour de la libido et En fait, moi, c'est la synthèse un peu de ce qu'on devrait retenir. C'est effectivement que la libido, c'est complexe, que c'est pas juste j'ai envie de cul et pas envie de cul. Il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir dans la libido et facteurs négatifs, facteurs positifs. Et je pense que moi, je vais retenir surtout 2 mots et du coup, je te laisserai peut-être développer un peu plus sur tout ce qu'on a raconté. Mais les 2 mots essentiels qui sont pas spécifiques à la libido,
Mais je pense spécifique quand on parle de sexualité, c'est l'éducation et la communication, toujours et encore. Et en fait, juste par rapport à ça, on apprend, il n'y a pas d'âge pour apprendre donc, et pour s'éduquer. Donc c'est super les gens qui s'intéressent à tout âge. Et pareil pour apprendre à communiquer, en fait. Il n'y a pas d'âge et ça s'apprend et des fois on fait des erreurs et c'est OK. Et on s'améliore en essayant, en fait. Et je pense que même avec l'âge, on s'offre davantage de liberté dans ses apprentissages et dans les erreurs qu'on peut faire autour de ça. Et ça vient avec la construction de soi qu'on fait par les différentes étapes qu'on traverse. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai l'impression de vivre en vieillissant. On apprend à mieux se connaître soi, à mieux connaître son corps ou son fonctionnement, et puis à mieux connaître comment ça fonctionne aussi à deux ou à plus, et du coup d'élargir ses possibilités et d'accepter que c'est pas sortir d'un schéma imposé, etc. C'est chacun vit ça comme il a envie ou besoin de le vivre, en accord bien sûr, toujours avec la personne en face. Ça me paraît pas mal pour conclure un peu ce podcast. Donc effectivement, comme disait Manon, l'éducation et la communication, c'est vraiment la communication. Le maître mot. Là, dans les recommandations qu'on va vous faire, on est plutôt centré autour de la libido et pas forcément autour de vraiment de l'éducation, même s'il y a des petites choses qui peuvent se recroiser. Pour autant, on vous fera un épisode cette saison vraiment sur l'éducation sexuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et là vous aurez pléthore de recommandations à ce sujet. Ouais, je vais commencer avec mes petites recos. Alors, j'en ai 2 principalement, notamment des articles de Mademoiselle sur lesquels je me suis appuyée un peu pour construire mes réflexions autour de cet épisode, dont je mettrai les liens du coup dans la description du podcast, qui parlent de la différence de libido dans le couple et de comment on en parle, de ce qui peut l'engendrer, de ce que ça peut avoir comme conséquence et comment on peut agir dessus. Là, je les ai trouvés très bien faits, sans jugement, bienveillant, constructif et qui expliquent vraiment d'un côté et de l'autre ce qui peut se passer à la fois quand on a beaucoup de libido et quand on en a moins aussi. Ma deuxième reco, c'est un article de France Inter qui est écrit à partir de l'émission Grand Bien vous fasse et qui s'appelle Sexualité et libido, 8 conseils pour stimuler votre désir. Et donc là, c'est une petite liste de conseils dressés par un psychosexologue et une sexothérapeute. Pardon, non. C'est une petite liste de conseils dressés par un psychosexologue et sexothérapeute Sébastien Landry et une sexologue clinicienne psychologue spécialisée dans le domaine des addictions Magali Crozet-Calisto. Donc il y a un replay de l'émission audio que vous pouvez écouter. Et dans l'article, il conseille aussi 2 livres, celui de Sébastien Landry qui s'appelle Le désir sexuel, Le stimuler, le retrouver, alimenter la flamme, aux éditions InPress, où dans ce livre, il développe la notion de désir, ce que c'est, comment ça fonctionne, son lien ténu avec la sexualité. Il évoque également les différentes origines possibles d'une baisse de libido. Et enfin, on a des conseils pour travailler le désir et améliorer sa vie sexuelle tout en se respectant. Ça, c'est quand même super important. Et le deuxième livre, c'est celui de Magali Crozet-Calisto, donc qui s'appelle Moins de stress grâce au sexe, aux éditions Albin Michel, où du coup elle fait le lien entre stress et sexe, et à la fois comment le stress agit sur le sexe et comment aussi le sexe peut agir sur le stress, et comment renouer avec le plaisir. Merci Marie. Moi je vais vous recommander plutôt des comptes Instagram. Celui de Margot Fried-Fielza qui a un compte assez actif sur Instagram et une chaîne YouTube qui propose des vidéos intéressantes autour de la libido mais aussi de la sexualité de manière un peu plus large. Vous avez le compte de Macha s'explique qui vient de sortir un livre là très récemment qui s'appelle S'explorer et qui propose justement une découverte autour de son corps. Alors plutôt tourné en tout cas sur les personnes à vulve, mais qui semble très très intéressant, qui parle vraiment du bien-être sexuel et tout en bienveillance du coup et en pédagogie. Vous avez le compte aussi de Sexopsycho, qui est un
un sexothérapeute, si je ne dis pas de bêtises, et qui propose aussi pas mal de pistes. Un petit dernier pour la route, Orgasme et moi, qui est un compte qu'on aime beaucoup suivre avec Marie. Oui. Pour du coup du contenu un peu plus visuel, on va vous proposer un TEDx d'Isabelle Constant-Écoffier, qui est une psychothérapeute et qui à travers du coup cette vidéo met en avant du coup certains problèmes de désir dans le couple, et elle explore du coup les différents décalages et qu'est-ce qui peut permettre du coup de se recaler un petit peu tout en cassant des idées préconçues, et c'est vraiment plutôt bien fait. Ça dure une petite demi-heure et ça s'écoute plutôt bien. Et pour terminer, je vous proposer un podcast qui s'appelle S'Explorer. Et dans l'épisode qui s'appelle Décalage de libido, il y a le témoignage de 5 personnes assez diverses. Il y a des personnes hétéros, de homo, hommes, femmes, cis, trans, et qui du coup viennent exposer du coup leur relation à leur libido et ce que ça a pu engendrer dans leur couple. Ok, j'ai une dernière reco à faire qui m'est venue là en t'écoutant. C'est un livre trop génial que vous pouvez avoir. Alors, j'allais dire on s'éloigne un peu de la libido, mais pas tant que ça au final. Ça s'appelle c'est Jouissance Club qu'il a fait, qui s'appelle Cartographie du plaisir, qui est juste génialissime parce qu'il présente plein de pratiques à la fois pour les personnes à pénis et les personnes à vulve, et comment stimuler le plaisir de plein de façons différentes. Pareil, avec plein de schémas explicatifs et tout en bienveillance et très 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 pédagogique. Enfin, moi je l'ai trouvé génial, et je pense que pour communiquer dans un couple, ça peut être un super outil parce que du coup, on peut vraiment aller l'aborder à deux et regarder à deux les pratiques qui existent, etc., etc. Donc c'est vraiment une reco super importante, je trouve, qui a bien sa place dans ce podcast, enfin dans cet épisode-là. Marie. Eh ben, merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Manon d'avoir accepté de participer à cet épisode. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. C'était très intéressant tout ce que tu nous as raconté. Et merci aussi encore aux personnes qui nous ont livré leurs témoignages sur ce sujet. On se retrouve le mois prochain pour parler de la culpabilité parentale et du lâcher-prise. Comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, expériences, questionnements sur la boîte privée Insta, Facebook ou par mail à le temps d'une liberté tout attaché the@gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça pendant le prochain épisode. Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en dromadaire, pourquoi pas.